Michel Séauger, Marie Vastel, Christian Dufour, bonsoir. 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 Bon, là, vous allez me dire, certains d'entre vous, Michel et Christian notamment, on en a beaucoup parlé, un peu moins avec Marie, mais quand même, le troisième lien, on l'avait dit, c'est écrit dans le ciel, etc. N'empêche, c'est une volte-face spectaculaire. Et là, tout le monde se positionne face à ça. Je vais, avant de vous laisser la parole, vous faire réentendre M. Legault et les oppositions, et on revient tout de suite. Le troisième lien, oui, une décision difficile, mais il faut comprendre là, que la situation a beaucoup changé. Vous allez le voir demain dans les données. Les impacts du télétravail sont énormes. On pensait que ça reviendrait comme avant la pandémie, après la fin de la pandémie. Donc, vraiment, il y a un changement important. Il faut s'adapter à l'évolution de ce changement-là. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que François Legault niaise les gens de Québec. Ça fait 5 ans que l'enjeu de mobilité a été constaté sous le du gouvernement Legault, justement, et qu'il n'y a rien fait. C'est une victoire du gros bon sens et de la science, puis une défaite de l'entêtement caquiste sur ce projet qui était, depuis le départ, injustifié. Quelles sont les chances que la CAQ était sincère, pensait sincèrement faire son troisième lien en version autoroutier lorsqu'elle faisait campagne et qu'elle disait qu'elle avait des études puis qu'elle les révélerait éventuellement? C'est effectivement la question qui se pose. Est-ce que lors de la campagne, la dernière campagne électorale, où il y a été beaucoup question de troisième lien, Christian Dufour, je commence avec vous, est-ce que on savait, dans les officines du gouvernement, dans les stratèges caquistes, que ça n'allait pas pouvoir se faire vraiment ou pas? Christian? Bon, moi, ça m'étonnerait qu'on savait que ça ne pourrait pas se faire et qu'on l'ait promis. Là. Moi, je ne trouve pas que les politiciens sont machiavéliques à ce point-là. Mais chose certaine, c'est un dossier énorme à Québec. Ça a été le gros engagement de la CAQ à Québec et ça va leur faire très mal dans la région de Québec. Vous interviewez tout à l'heure Éric Duhem. C'est un beau cadeau, Éric Duhem. Hein? Éric Duhem a dit qu'il a voulu faire plaisir aux chroniqueurs de Montréal puis pas aux électeurs de Québec. Donc, il y a une espèce de perte de confiance à l'égard de la CAQ dans la grande région de Québec. Cela dit, moi, je suis un peu ambivalent par rapport à ce dossier-là parce que la décision de M. Legault se défend quelque part. Il prouve aussi qu'il est capable de bouger. M. Legault. Là. Il n'est pas juste entêté, comme disait Gabriel Nadeau-Dubois. C'est une de des forces. Il peut bouger. Puis là, le nouveau projet, est-ce qu'il va se réaliser ou c'est une autre étape vers la fin? Je ne le sais pas. Mais il y a plus de chances qu'il se réalise parce qu'il y a plus de chances qu'on ait un financement fédéral. Bon, il est plus consensuel, même s'il va y avoir beaucoup d'opposition puis d'insatisfaction. Québec peut aussi, tant qu'à prendre une décision comme ça, autant la prendre au début du mandat. Parce que, je le répète quand même, à Québec, c'était gros, cette affaire-là. Marie Vastel, Christian vient de le dire, le projet qui sera proposé demain, c'est un tunnel, mais avec uniquement du transport collectif, ce qui fait, et c'est pas un détail, qu'il pourra être financé en partie importante par Ottawa. Là. Oui, je vous dirais qu'à Ottawa, aujourd'hui, on s'est retenu quand même parce qu'on ne veut pas avoir l'air baveux, excusez-moi l'expression, face à la CAQ, mais on sentait quand même qu'on était un peu satisfait du revirement de situation dans le sens où on vient un peu confirmer ce que le fédéral disait, qu'il n'y a pas nécessairement un tel besoin compte tenu de l'achalandage, que la qualité de l'air à Québec n'est pas bonne et que ce n'était pas une bonne idée d'ajouter une autoroute automobile. Quand j'ai croisé Dominique Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et de l'Infrastructure au Parlement ce midi, il a reconnu effectivement que le projet, s'il ressemble à ce qu'on nous laisse entendre, aurait beaucoup de chances de se qualifier pour un fonds fédéral dédié aux infrastructures de transport en commun. Mais on est prudent, on dit qu'on veut d'abord voir le projet, les détails, les évaluations environnementales, parce qu'on note, sourire en coin, que le projet a changé de forme plusieurs fois depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas un oui garanti tout de suite, mais on comprend qu'il y a pas mal de chances que le projet se qualifie et que donc Québec puisse avoir droit à peut-être
40 de financement fédéral. C'est quand même un gros changement par rapport aux libéraux fédéraux qui disaient pas question, pas besoin de ce projet-là. Nos fonds ne servent pas à financer des autoroutes. C'est énorme comme détail. C'est presque la moitié de la facture. Michel C., vos impressions sur cette volte-face? D'abord, ça prenait du courage pour la faire, ils l'ont fait. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'on n'est pas plus avancé sur la question des coûts. Et le vrai problème de cette histoire-là, c'est les coûts. C'était pharaonesque comme projet. Et là, on faisait 2 tubes. Là, on va faire rien qu'un. Ça ne veut pas dire que ça a coûté 50 % moins cher, ça. On va continuer de creuser dans son sait pas quoi. On ne sait pas si c'est du rock, à quelle profondeur, quelles sont les mesures d'urgence dans un tel tunnel, etc., etc. Il est bien possible que ça coûte encore très, très cher, le tunnel. Et d'autre part, il y a 2 joueurs, il y a 2 rives. Hein. À Québec, ils sont très contents. À Lévis, le maire Lehouillier n'est pas content du tout. Qu'est-ce qu'on fait là-bas où le transport en commun est ordinaire, pour dire le moins? Est-ce qu'on laisse les gens sur le quai de la station Lévis puis on dit, arrangez-vous maintenant, débrouillez-vous, vous venez de passer le droit lien? Non, il va falloir avoir un système de transport en commun à Lévis, puis ça, c'est pas fait, puis c'est pas dans la culture de l'entreprise qui est la ville de Lévis. Alors, c'est loin d'être fait, là. Oui, Non. exactement. C'est loin d'être fait, ce nouveau projet. Et à la limite, il constituera moins une grande promesse électorale comme l'avait été le troisième lien. Mais je vais vous faire entendre, je vous donne la parole après, Christian, M. Dumont, qu'on a entendu plus tôt, mais ceux qui n'étaient pas avec nous, quand vous dites que les gens sur la Rive-Sud sont déçus, écoutez, le préfet de la MRC, il dit, nous, on avait dit qu'on allait là, on n'y va plus. On écoute. Il a été élu avec le troisième lien, puis il nous dit tout le temps, « Cassez-vous pas la tête, on va vous le faire, le troisième lien. » Puis on arrive avec ça, une claque en pleine face. C'est ordinaire. C'est très ordinaire. La confiance envers le gouvernement, là, elle vient de tomber bas en joie le vert. On n'est pas des caves non plus. C'est pas parce qu'on est sur la Rive-Sud, puis on est en milieu rural, qu'on n'est pas plus brillant que les autres, là. C'est comme ça que vous vous sentez? Bien, c'est un peu ça que je me sens, oui. Je me sens un peu ridiculisé d'avoir travaillé sur le dossier. Alors, Christian, tout à l'heure, je vous demandais, est-ce qu'il le savait? Vous dites, on ne peut pas savoir, puis c'est peut-être pas aussi manichéen que ça. Mais est-ce que les gens ont... Le sous-texte de ça, de M. Dumont, c'est de dire, si vous n'étiez pas sûr, pourquoi vous nous l'avez tant promis aussi, là, Christian? Oui, puis c'est très bon, en fait, son intervention, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se sentent trahis, qui croyaient à la CAQ, qui croyaient au gouvernement, puis qui n'y croient plus, puis un aspect émotif. Donc, il y a un prix politique très important que le gouvernement caquiste dans la région de Québec, qui est quand même de ses châteaux forts, va payer. C'est pour ça que je dis que c'est un cadeau quelque part à Éric Duhem, parce que lui, ça va être le seul qui va dire, bon, vous n'avez pas rempli votre promesse. Je le dis, moi, des fois, je peux avoir un esprit tordu, vous le savez, Patrice, puis je me demandais après-midi, l'avenir étant long, puis les choses changeaient. S'il fallait que dans 8-9 ans, on réalise que tout compte fait, il y en avait un besoin pour le troisième lien. On serait bien avancé. Mais je sais qu'il ne faut pas dire ces choses-là, mais ce sont des grosses décisions. On ne connaît pas l'avenir. Puis quand M. Legault dit « Ah, la pandémie a changé bien des choses », oui, jusqu'à un certain point, mais il se désenlise. En fait, lui, ce qui réussit, il est en train de se désenliser. C'est énorme pour lui. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'ailleurs, on est très généreux dans notre titre parce qu'on dit une promesse brisée, point d'interrogation. C'est une promesse brisée. M. Legault le reconnaît lui-même. Il a fait un débat des chefs, campagne et tout le tralala là-dessus. Pardon? 3 élections là-dessus. 3 élections. Je vais vous faire entendre, parce que ça va vous rappeler des souvenirs, Michel C. et Christian et Marie, Sheila Copps, qui avait démissionné parce que en campagne électorale, les libéraux avaient promis d'éliminer la TPS. Sheila Copps avait dit moi, je vais mettre mon siège en jeu, tout ça. Puis elle a démissionné, voyant que les libéraux n'allaient pas abolir la TPS. Ils l'ont changé un petit peu, c'est tout. Éric Kerr, que je vous fais entendre un extrait radio qu'il a donné à une radio de Québec, le FM 93. Écoutez bien. Je peux prendre un engagement aujourd'hui, là, je vous le dis, là, puis enregistrez-le. Si la CAQ forme un gouvernement et que j'ai quelque chose à voir dans la réalisation de ce projet-là et que la CAQ ne le fait pas, je vais démissionner. Michel C. Sheila Copps avait démissionné, elle avait regagné son siège, souvenez-vous. Mais M. Kerr, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, M. Legault a dit qu'il démissionnerait ses maternelles 4 ans, puis il ne l'a pas fait. Alors, l'exemple vient de haut. Moi, je ne m'attends pas à ce que M. Kerr démissionne. Mais cela dit, si M. Kerr démissionnait, je ne suis pas sûr qu'il y aurait des pleurs à la CAQ non plus. OK. Marie, parce que c'est surtout quand il dit dans l'extrait « Enregistrez-moi et refaites-moi ça, refaites-le passer. Si jamais ça n'arrive pas, ben malheureusement, voilà. » Bien, je ne veux pas être cynique, mais depuis M. Kerr, pas depuis, mais M. Kerr est maintenant ministre, des fois, c'est un petit peu plus difficile de renoncer à ça. Et sur ce que Christian disait tout à l'heure, c'est vrai que ce revirement de situation pourrait aider Éric Duhem, mais je ne suis pas certaine qu'en campagne électorale, Éric Duhem puisse davantage promettre de faire un troisième lien, en tout cas à l'heure actuelle où il est dans les sondages. Donc oui, ça crée un gros malaise au caucus de la CAQ. Oui, il y a des gens comme Éric Kerr qui sont pas très contents aujourd'hui, mais dans 3 ans, quand il y a une élection, je ne sais pas concrètement si ça va vraiment avoir de gros impacts vu l'autre option qui s'offre à ces électeurs-là. OK. Donc, Christian, la morale, c'est qu'il ne faut plus jamais qu'un élu dise « je mets mon siège en jeu » ou « je vais démissionner si telle chose arrive », parce que ça n'arrive pas, Christian. C'est vrai, il ne faut jamais faire ces déclarations-là quand on se fait en politique. Il y a quasiment un côté candide. Mais moi, je dirais, il devrait démissionner. Il y a quand même l'honneur personnel, quitte à ce qu'il se représente, il peut être réélu dans 6 mois, mais l'imputabilité, la responsabilité... Oui, Sheila Copps, c'est que M. Legault, d'ailleurs, hein, dans les problèmes de la SAC, quand il a congédié le boss de la SAC, il disait il faut qu'il y ait de l'imputabilité, il faut que la responsabilité ministérielle... Moi, je trouve que s'il démissionnait, il prendrait le blâme sur lui en disant oui, je l'ai dit, parce que là, vous savez, cet extrait-là, ça va jouer, hein, puis il va avoir l'air fou, il perd quand même beaucoup de crédibilité. Okay. Mais quelle naïveté d'avoir dit ça. C'est présenté demain, tout le projet du nouveau troisième lien uniquement pour le transport en commun. On aura la ministre Guilbeault en entrevue avec nous demain, etc. Je veux rapidement vous parler de 2 sujets, très rapidement en partant. Grève des fonctionnaires, jour 1, difficile d'arriver à des conclusions, mais Marie, est-ce que d'après vous, ce que vous sentez, ça s'enligne vers un règlement rapide ou ça risque d'être long et donc les citoyens vont en pâtir? Je ne suis pas certaine que ce soit très long. De un, sur la question du télétravail, vous en avez beaucoup parlé là, avec le syndicat et avec la ministre Fortier. Je ne suis pas certaine que le syndicat ait énormément de sympathie des citoyens sur la question du télétravail, là, cette question d'inscrire le droit dans la convention collective, ce qui pourrait un peu menotter les gestionnaires après lorsqu'ils voudraient que les employés rentrent au travail un certain nombre de fois par semaine. Et donc, soit le syndicat accepte et on s'entend à la table de négociation, ou sinon, je n'ai pas senti une énorme patience de la part de Justin Trudeau ce matin quand je lui ai posé la question. M. Trudeau qui disait, essentiellement ce que je dis, là, je ne pense pas que les Canadiens vont être extrêmement patients. On croit comprendre qu'il n'est pas question de loi de retour au travail. Ça faisait même pas 24 heures quand M. Trudeau a rencontré la presse et tous les ministres là, ne voulaient pas parler de loi de retour au travail. Mais je n'exclurais pas que ça arrive si ça se prolonge. Le gouvernement vient de se débarrasser d'arriérés énormes dans la gestion des passeports et autres dossiers. Imaginez. Pas sûr qu'ils ont envie de recommencer tout ça avec une grève des fonctionnaires. La ministre qui disait, je pense que c'est 58 000 demandes de passeport par semaine qui s'accumuleraient. Oui, c'est beaucoup. S'il y a une grève. Et donc, M. Trudeau, qui avait fait une loi de retour au travail en 2018, quand il y a eu une grève tournante chez Post Canada pendant 1 mois, pas impossible qu'il fasse la même chose si ça s'éternise. Très bien. Là-dessus, Christian. Oui, moi, en écoutant en fait l'entrevue avec le chef syndical, je me suis demandé pourquoi ils sont en grève. Bon, ils ont le droit de faire la grève, mais c'est quand même une mesure extrêmement radicale. Ça fait 32 ans qu'il n'y a pas eu de grève parce que tout a l'air d'aller assez bien. Ils ne sont pas si loin que ça dans les négociations. Donc, je me demande si le syndicat ne veut pas un peu forcer son avantage, parce que l'autre avantage qu'il a, là, c'est que le gouvernement, s'il adopte une loi spéciale, puis il n'y aura pas d'autre choix d'adopter une loi spéciale si ça se prolonge trop, il va être obligé de s'appuyer sur les conservateurs. Exact. Puis on sait que ça va être un peu humiliant parce que, je veux dire, les relations d'amour ne sont pas tendres entre les conservateurs et les libéraux ces temps-ci. Donc, mais pourquoi une grève? Moi, je ne comprends pas trop. OK. Michel C., conclusion. Il va probablement y avoir une loi de retour au travail, si ce ne serait pas d'ici 3 ou 4 jours, mais le syndicat le sait aussi. Alors, ils ne sont pas fous non plus. Ils vont voir que leur avantage est peut-être de tenir la grève une journée ou 2 encore, mais pas de dépasser ça parce que la loi spéciale va être automatique quasiment. Je voulais absolument vous parler de l'augmentation de salaire des députés. On va en parler soit demain, soit un autre jour. Je vous promets, parce que c'est intéressant. Il y a un comité d'anciens élus qui recommande d'augmenter le salaire
assez considérablement des députés et donc des ministres à Québec. On en reparle. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.